Vie de famille. Il y a des mots que l'on n'aime pas employer, que l'on ne sait plus utiliser, qui nous font peur. La mort fait partie de ces mots. La mort fait partie de la vie, et pourtant ce n'est pas un sujet facile à aborder. Quand on est confronté au deuil, nous passons tous par les mêmes étapes, mais à des rythmes différents, et nous ne savons pas forcément vers qui nous tourner pour parler de la disparition de nos défunts, ou échanger sur nos questionnements autour de la mort. Depuis 2018, l'asso Happy End organise des rencontres au café pour permettre à chacun de s'exprimer librement sur le sujet de la mort et du deuil. Marine Ninadeni et Mélissa Sicot, Tanadoula, formées à l'accompagnement du deuil et animatrices des apéros de la mort, sont avec nous dans Vie de famille, émission présentée aujourd'hui par Ségolène Boussion. Marine Ninadeni, vous êtes Tanadoula, accompagnatrice auprès des personnes en fin de vie et en deuil, conférencière, le sujet de votre TEDx, et si parler de la mort aider à mieux vivre, et autrice du livre « À la vie, à la mort, pourquoi ça fait du bien d'en parler ». Mélissa Sicot, vous êtes Tanadoula, vous faites de l'accompagnement du deuil auprès des familles, vous faites aussi de la prévention pour lever les tabous et remettre au cœur des échanges familiaux le sujet universel de la mort. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Ségolène. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans Vie de famille. Alors évidemment, il y a beaucoup de questions autour de ce sujet. Et déjà, est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifie être Tanadoula ? Alors, être Tanadoula, ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est surtout, en fait, une personne qui va accompagner aussi bien les personnes en fin de vie, les proches, les personnes endeuillées, dans toutes les dimensions de la complexité de ce moment. En fait, on n'est pas préparé à la mort. Et souvent, on a besoin d'une présence, de quelqu'un qui va pas nous guider, mais juste comme un ami, une personne neutre à qui on peut tout dire, à qui on peut parler de ces choses-là, qui n'est ni l'équipe médicale, ni de la famille, et à qui on peut poser des questions. On n'a pas forcément les réponses aux questions, mais en tout cas, on est ouvert à tous les sujets autour de la mort et on peut accompagner les personnes. Il y a aussi une présence pratique, c'est-à-dire qu'on va proposer des outils pour mieux accompagner la fin de vie, pour mieux accompagner le deuil. On va proposer aussi des services, organiser des obsèques, enfin un coup de main pour organiser des obsèques. Enfin, c'est très large comme métier. Qu'est-ce que Mélissa, vous avez quelque chose pour compléter ? Alors souvent dans nos accompagnements, on est là dans le avant, pendant, après. Moi, j'aime dire aux familles que le plus important, c'est que dès qu'il y a une annonce de situation palliative, qu'ils puissent faire appel à nous parce que c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment les accompagner, la personne malade et ses proches. Moi, j'aime vraiment prendre en compte son unité aussi autour parce que c'est les gens qui vont rester après. Et être dans le oser être, oser dire et oser faire. Dans le avant, pendant, après. Donc ça veut dire que vous intervenez chez les personnes ou à l'hôpital ou en soins palliatifs si elles y sont, ou votre place est un peu partout ? Alors aujourd'hui, moi en tout cas, j'interviens, c'est souvent les familles qui font appel à moi. C'est-à-dire que c'est vraiment, on travaille dans le privé, entre guillemets, donc c'est les familles qui vont faire appel à nous et on va se rendre là où il y a besoin de notre présence. Donc soit ça peut être chez les personnes, ça peut être à l'hôpital aussi si la famille le demande, mais ça peut être aussi uniquement à distance. Moi, ça m'arrive souvent, par exemple, de faire des visios, soit avec des aidants proches pour, on va dire, qu'ils puissent parler de comment est-ce qu'ils accompagnent leurs proches en fin de vie, les soutenir aussi, et puis après pour les endeuiller, parfois la visio, ça suffit pour accompagner les personnes. Mélissa. C'est souvent le cas, effectivement. On voit une première approche des aidants qui commencent parfois à être un peu à bout de souffle et qui n'ont plus les mots ou plus l'énergie pour savoir comment on fait. Comment on fait pour parler avec la personne qui est malade aujourd'hui, de ses dernières volontés? Comment on fait pour parler de sa mort, pour l'après? Souvent, il y a vraiment beaucoup de pudeur, beaucoup d'angoisse aussi à évoquer tout ça. Et donc, ça crée quand même une certaine distance. Et par le fait de nous solliciter, ils vont créer déjà un espace sécure pour aborder tout ça entre eux. Et puis, petit à petit, ils vont pouvoir nous inclure auprès de leurs proches. Et donc, c'est dans ce rapport de confiance et de proximité qu'on va pouvoir ensemble les accompagner. Merci beaucoup de cette précision pour les Tanadoula que vous êtes et de tout ce que ça permet. Et alors, sans être trop intrusif, mais
Donc là, notre sujet, ce sont les apéros de la mort. Donc tout ça est en lien évidemment avec le deuil. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous vous êtes tourné vers ce sujet-là, alors en étant Tanadoula, en animant des apéros de la mort? Quel est votre lien avec ce sujet de la mort, Mélissa? Alors, moi, j'ai eu des parents en situation de handicap et de maladie. Donc, toute ma vie, j'ai pu côtoyer ces termes-là. J'ai eu une sphère éducative assez riche, finalement, dans ce processus, puisque ça fait partie de mon éducation d'entendre que la vie a des étapes, a un début, mais une fin aussi, et qu'elle est dirigée aussi par, parfois, les accidents de vie, les maladies ou tout autre. Donc, j'ai eu une sensibilité particulière très, très jeune à ces thématiques-là, et donc je me suis tournée assez naturellement et intuitivement vers l'accompagnement. Vous vous rendiez compte que, en fait, c'était pas un sujet dont on parlait partout non plus? Je m'en suis rendu compte très tôt quand j'étais à l'école primaire. Parce que, en fait, j'évoquais facilement ces sujets et je voyais la détresse dans les yeux de mes camarades, alors que moi, j'avais la sensation que c'était quelque chose qui était normal. Mm-hmm. Et donc, je me suis rendu compte très, très tôt, oui, qu'effectivement, le tabou dans les familles était très instauré. En tout cas, c'est aussi pour ça que c'est une des parties que j'apprécie beaucoup accompagner. Autour des enfants, il y a beaucoup de silence autour des sujets de la mort. Nous, adultes, on n'ose pas. Exactement, oui. Donc, c'est vrai que toute cette thématique m'a permis, en tout cas, d'aller vers l'accompagnement du deuil pour accompagner les endeuillés. Et une fois que j'étais auprès des endeuillés, comprendre aussi que le mécanisme manquait beaucoup d'informations, il y avait beaucoup de solitude. Moi, en fait, les phrases qui revenaient beaucoup, c'est « si j'avais su », « si on m'avait dit », « si on m'avait donné ces informations ». Et donc, c'est pour ça que je suis venue à l'accompagnement en tant que Tanadoula, pour me retrouver plus en amont auprès des familles. Merci Mélissa. Et vous, Marine? Eh bien, moi, c'est tout le contraire de Mélissa. C'est-à-dire que moi, justement, je viens d'une famille où la mort, le deuil est extrêmement, extrêmement, extrêmement tabou. Et pourtant, ça m'a toujours fascinée. Et pendant très longtemps, je l'ai exploré dans les livres. Je suis une fan de romans gothiques du 19e siècle. Et puis, un jour, la réalité, entre guillemets, m'a rattrapée et j'ai accompagné notamment mes grands-parents pour leur fin de vie. Et à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte justement qu'il y avait un besoin, d'accompagnement humain et de libérer la parole sur ce sujet-là. Et c'était comme si c'était ma place, c'était logique et voilà, ça a pris sens et c'est ce jour-là. Alors je me suis formée pour à la base pouvoir accompagner ma grand-mère et après j'ai eu envie de vraiment continuer dans ce chemin-là parce qu'il faisait vraiment sens pour moi. Et alors quand vous dites que vous êtes formée, vous avez fait quoi? Alors moi je suis allée en Suisse pour me former au métier justement de Tanadoula. À l'époque il n'y avait pas encore de formation qui existait en France. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit ça tout à l'heure, mais vous êtes évidemment il y a une formation. Bien sûr, oui, une formation d'1 an, une certification. Et donc, moi, je me suis formée auprès de Rosette Poletti, qui est en francophonie, une des personnes qui a vraiment développé ce métier-là, notamment en Suisse, qui a créé les soins palliatifs en Suisse. Et voilà, donc il y a une formation de 1 an avant de pouvoir exercer en tant que Tanadoula. Et du coup, voilà, ça nous amène aussi à notre sujet du jour, donc les apéros de la mort. Là aussi, vous êtes formés pour animer ces apéros de la mort? Ou c'est votre formation de Tanadoula qui fait office qui vous sert pour animer et accueillir tous ces gens qui s'interrogent sur la mort? Alors, pour ma part, j'ai sur la partie formation, Happy End a une association, mais forme aussi. Donc moi, j'ai été formée aussi par Happy End sur l'accompagnement du deuil, en contrepartie aussi de ma formation, moi, qui était sur Besançon, sur la formation de Tanadoula. Et donc, c'est vrai qu'avec Happy End, sur les différents supports, forcément, quand ils ont recherché des ambassadrices sur le terrain, parce qu'à la base, Happy End, c'est vraiment un média plutôt en ligne, un site compagnon avec beaucoup de ressources. Et ils se sont dit, bon, le versus en ligne, c'est bien, mais être sur le terrain, c'est mieux. Et donc, en étant formés à l'accompagnement du deuil, à la fin de vie, ils nous invitent à pouvoir développer ça sur le présentiel. Et donc, c'est comme ça que les apéros de la mort, en fait, sont nés. C'est une envie particulière d'être auprès de la population pour pouvoir ouvrir des temps de parole.
Alors là, on évoque les apéros de la mort. C'est quand même un terme qui est volontairement provocateur, dérangeant. Marine, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, les apéros de la mort ? Alors, les apéros de la mort, en fait, c'est des lieux, généralement, c'est des apéros qui ont lieu dans des cafés, dans des restaurants. Et l'idée, c'est qu'on puisse se retrouver et parler librement de la mort. Tout le monde peut venir, qu'on soit endeuillé ou qu'on ne soit pas endeuillé. Juste si on a envie de partager un moment, de poser des questions, d'interagir avec d'autres personnes qui peuvent être justement endeuillées aussi. Voilà, c'est des endroits vraiment où on est libre de parler de la mort, de la fin de vie, du deuil et de toutes les questions qu'il peut y avoir autour. L'idée, c'est vraiment de mettre le sujet au cœur de la cité, en allant dans un bar où des gens peuvent être autour, peuvent même entendre ce qu'on est en train de dire. Il y a un côté justement qui sort un petit peu de l'aspect médical, de l'aspect thérapeutique. C'est juste, en fait, c'est normal de parler de la mort. Et voilà, donc on boit un apéro. Et ce qui paraît un peu surréaliste, parce que c'est vrai que c'est toujours, quand on parle de la mort, il y a un côté plus feutré, on n'ose pas, c'est ce que vous disiez, Mélissa, tout à l'heure aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver comme différence avec des groupes de parole dans les apéros de la mort ? Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est vrai que le mot apéro souvent vient interpeller, mais c'est aussi ce qui nous permet de revenir à l'origine avant, quand on veillait son défunt. On était tous ensemble, du coup souvent dans le foyer, on mangeait ensemble, on buvait ensemble. C'était une manière aussi pour les proches, pour les personnes qui habitaient à côté, de venir contribuer aussi à ce premier pas du deuil. Donc c'est le côté apéro, forcément ça vient interpeller, mais c'est aussi un moment où on va faire ce que nos défunts ne peuvent plus faire, c'est-à-dire prendre un moment convivial, manger, boire un verre, et puis souvent dans les apéros, il y a aussi la possibilité de consommer un soft, mais il y a cette retenue. Et puis, quand il y en a un qui dit « moi, je veux bien », et voilà, ça ouvre la porte. Et moi, c'est ça aussi que j'aime beaucoup. Sur les apéros de la mort, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que souvent, en tout cas, on n'est pas dans la partie groupe d'endeuillés. On a quelque chose qui va être peut-être un peu plus lourd dans la partie émotionnelle. Sur les apéros de la mort, il y a bien sûr des émotions. On ne va pas s'en cacher parce qu'il y a des gens qui vivent du coup des choses, des deuils qui sont très en proximité, mais il y a aussi beaucoup de messages d'espoir. Il y a aussi beaucoup de questionnements de personnes qui n'ont jamais été confrontées au deuil. Et donc, et qui viennent là quand même. Exactement. Parce qu'ils s'interrogent pour eux peut-être, ou en tout cas ils savent que la mort viendra un jour ou l'autre. Des gens qui ont peur de la mort aussi parfois, qui sont là et qui ont peur, qui se questionnent, qui n'ont jamais été confrontés. Et moi j'ai pour l'habitude de dire que dans ces moments-là c'est très lumineux en fait. C'est quelque chose qui permet, moi je dis, les histoires des uns nourrissent la conscience des autres. Et c'est ça qui crée une réelle richesse. Et Marine, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que moi, très souvent, à la fin des apéros, je vois à quel point les gens sont apaisés. C'est-à-dire qu'ils ont pu déposer quelque chose. Alors, ils sont venus des fois en attendant quelque chose, et puis ils ont quelque chose de totalement différent, mais justement les expériences des uns nourrissent, on va dire, vont remplir la jauge des autres, et à la fin, les personnes vont continuer à discuter, vont rester généralement devant le bar et puis vont échanger. Et puis, des fois, il y a des histoires qui peuvent se faire écho aussi. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des personnes échanger même leur numéro de téléphone en se disant « Oh, mais je m'attendais pas à rencontrer quelqu'un qui puisse me faire du bien à ce moment-là de ma vie ». Même si on sait qu'en fait, on n'est pas seul à vivre ces choses-là, quand on y est confronté, c'est compliqué. On se sent très seul aussi. Donc. Et généralement, voilà, les apéros, pour moi, ça sert en effet à se sentir moins seul à penser à la mort, moins seul à se sentir endeuillé, moins seul à accompagner un proche en fin de vie, ou même à être malade. Il y a des personnes qui sont malades et du coup, forcément, qui vont s'interroger sur la mort, qui viennent aussi aux apéros. Et voilà, et juste de se sentir peut-être avoir un petit poids en moins quand ils s'en vont, et en tout cas un certain apaisement, en effet.
Alors c'est le moment de notre pause musicale. Nous allons écouter... dites-nous Marine, ce qu'on va écouter. Alors on va écouter Opipola de Sigur Rós. Et voilà, pour information, donc j'ai enregistré un TEDx il y a quelques mois autour justement de la libération de la parole autour de la mort. Et à la fin de mon TEDx, j'interroge le public sur qu'est-ce qu'ils voudraient comme chanson à leur enterrement, à leurs obsèques. Et moi, ce serait la chanson que je souhaiterais pour mes obsèques. Et pour information, Opipola, ça veut dire sauter dans les flaques en islandais. Et c'est une belle chanson qui nous, moi je trouve, qui donne de la joie et qui donne envie de sauter dans les flaques. C'est une musique assez espiègle. C'est ça. Et donc on en reparle juste après. Oser parler de la mort, dépasser nos appréhensions, nous retrouver avec d'autres au cœur de la cité dans un lieu plein de vie, c'est ce que nous proposent les apéros de la mort et c'est le sujet de Vie de famille, aujourd'hui avec nos invités Mélissa Sicot et Marina Ninadeni, toutes les deux formées à l'accompagnement des familles en deuil. Alors on demande toujours à nos invités s'ils ont une musique qu'ils aiment, qui est en lien avec le sujet que nous abordons. Et donc cette musique, Marina Ninadeni nous l'a proposée en disant « c'est la musique que j'aimerais avoir à mon enterrement ». Et alors, évidemment, on a une question, est-ce que c'est important de préparer ses obsèques ? Alors, Marine. Je dirais que ça dépend des personnes, parce qu'il y en a... En fait, chacun a des besoins différents. Et c'est un débat qu'on a d'ailleurs souvent en apéro de la mort. Moi, je dirais que oui, c'est important de préparer ses obsèques un petit peu en amont, même très en amont, parce que tout simplement, ça permet en fait de poser les choses, à la fois soit de vraiment faire un point avec soi-même et pour sa famille, pour ses proches, de les décharger aussi de décisions à prendre à un moment où, quand on perd quelqu'un, c'est un tsunami dans notre vie. Et il y a énormément de choses. On a une grosse charge émotionnelle, on a énormément de choses à gérer. Si on peut être déchargé d'une partie de l'administratif organisationnel, ça peut être très très bien. Après, pour moi, l'idéal, c'est de trouver un juste milieu entre préparer ses obsèques pour mettre en sécurité ses proches, on va dire, mais leur laisser quand même une part dans l'organisation pour qu'ils puissent être participer et vraiment être acteurs de ce moment-là qui est très important pour eux aussi. Mais Mélissa peut en parler aussi, je crois que tu animes des ateliers autour de ce sujet-là. Alors moi j'anime les ateliers à vos souhaits, osez exprimer vos dernières volontés, et donc je rejoins Marine sur l'importance de décharger les familles. Moi je leur dis qu'aujourd'hui, plus jeune qu'on soit... Parce que toutes les deux, vous êtes très jeunes en plus, donc dans ces sujets-là, ça dénote. Oui, mais la mort ne prend pas rendez-vous, donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de se dire... Plus on est jeune, parfois plus c'est complexe pour les familles aussi, parce qu'il y a plus d'intervenants aussi. Parfois il y a les parents, parfois il y a un compagnon. Mais ça peut être inentendable pour certains. Bien sûr. De préparer son enterrement. Alors je pense aussi que quand on a été une première fois confronté
à ce rouleau compresseur de l'organisation autour du questionnement. On fait quoi? Quelles étaient les volontés? De quelle manière? Comment on habille? Est-ce qu'on fait tel ou tel type de cérémonie? Et donc là, je pense qu'on prend conscience. Et l'idée pour nous aussi, moi en tout cas dans la partie prévention, c'est de faire prendre conscience aussi de la charge. Je dis souvent aux gens, c'est important aussi d'avoir votre dernière scène et qu'elle soit à votre image. Et quand ils me disent « bah oui, mais je peux pas en parler à mes proches parce que ça va être mal pris », moi je leur dis souvent « dites-leur que je t'aime tellement et je te respecte tellement que j'ai envie, en tout cas, que les choses te ressemblent. » Et donc, autant pour toi que pour moi, c'est un cadeau partagé. Et puis, c'est quelque chose où on n'y revient pas tous les week-ends. On pose ce cadre et puis, effectivement, on laisse... L'idée, c'est que les grandes lignes soient déposées. Et c'est un travail introspectif qui est hyper intéressant. On pose les grandes lignes et nous, on est là aussi pour guider, en fait, ce chemin-là. Hein. Est-ce que on prend tel choix ou tel choix? Et puis, je suis totalement d'accord avec Marine. Il faut aussi laisser de la place à ceux qui restent parce que le moment des obsèques, c'est le premier pas vers leur chemin de deuil et c'est important qu'ils aient de l'espace pour s'exprimer. Donc, on trouve un mix entre décharger, offrir ce cadeau à sa famille pour qu'ils puissent être pleinement dans le tsunami aussi, où ils peuvent être auprès de leurs défunts et pas dans la logistique. Alors ça, ce sont des choses que vous abordez donc aux apéros de la mort. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on aborde aux apéros de la mort? Ou c'est parce que donc, allez, on va reprendre le cadre. Donc les apéros de la mort, c'est organisé une fois par mois. Alors une fois tous les 2 mois à Nantes. Et tous les 2 mois aussi à Couëron. D'accord. Et il y a un nombre limité de personnes. On s'inscrit? Oui, alors il faut s'inscrire, c'est gratuit. C'est gratuit. Par contre, il faut s'inscrire parce que il faut que les gens puissent rentrer. Moi, à Nantes, maintenant, je limite à 12 parce que des fois, on s'est retrouvé à 20 et ça dure 1h30, 2 heures un apéro. Ouais. Et l'idée, c'est que chacun puisse vraiment avoir un temps pour s'exprimer s'il en ressent besoin. Est-ce qu'on est obligé de s'exprimer? Pas du tout. Juste, il y a des personnes qui viennent et qui n'ont pas forcément envie de dire pourquoi elles sont là, qui n'ont pas forcément envie de prendre la parole, mais juste le fait d'écouter, ça peut leur faire du bien et ça suffit. Il n'y a aucune obligation de prendre la parole à aucun moment pendant les apéros, mais l'idée justement c'est qu'on soit assez que le nombre ne soit pas trop grand pour que chaque personne qui ait envie puisse prendre la parole. Ouais, qu'il n'y ait pas de frustration aussi, que cet espace libre ne devienne pas quelque chose où on sent que j'aurais voulu puis j'ai pas pu. Donc c'est vrai que ces petites jauges, ce côté proximité, c'est important. On va en fait aller sur le site Happy End et vous allez découvrir dans nos événements, il y a un onglet nos événements et donc à ce moment-là, vous allez pouvoir découvrir les dates et donc il y a un lien Hello Asso, vous pouvez vous inscrire directement. C'est gratuit sur inscription aussi pour que l'association puisse avoir la visibilité de combien de personnes on accompagne aussi sur le terrain. Ça, c'est important. Des fois, les gens, ça les bloque un peu, cette inscription comme ça. Mais en fait, c'est juste à vertu de pouvoir voir combien en fait, ça apporte. Et vous avez idée de combien de personnes ont participé à des apéros de la mort depuis que ça existe depuis 2018, c'est ça? Alors, ça existe depuis 2018? Oui, je crois que ça existe à Paris depuis 2018 et puis quelques années après, nous, à Nantes, on a fait partie des premières villes hors Paris à proposer les apéros. Je sais qu'il me semble qu'aujourd'hui, il y a 48 villes qui proposent des apéros donc on peut retrouver partout en France. Exactement. Même un peu à l'étranger? Oui, au Canada. Et maintenant, il y a des apéros en Outre-mer aussi pour rester en France. Je crois qu'il y en a même en Belgique, je sais. Oui, il me semble. Alors maintenant de là, je sais pas combien de personnes, mais voilà, à savoir que. En tout cas, il y a de la demande. Il y a de la demande. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'on est content aussi d'aller partager et échanger sur ce sujet-là avec des gens qui ne sont pas nos proches? Est-ce que c'est plus facile quand ce sont des gens un peu extérieurs, Marine? Oui, moi c'est souvent des retours que j'ai. C'est je pensais pas pouvoir être aussi libre de m'exprimer devant des inconnus. Et c'est souvent ça que je trouve très intéressant aux apéros, c'est que pendant un apéro, surtout dans des grandes villes, moi je vois ça à Nantes où les personnes vraiment ne se connaissent pas, le fait de pouvoir faire tomber le masque social. Quand on vient à l'apéro, on n'est même pas obligé de donner son vrai prénom, on n'est pas obligé de dire pourquoi on est là, on dit juste ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a besoin de dire, et on s'en fout du métier de la personne, on s'en fout de ce qui est, de tout ce qui est autour, juste elle peut être elle-même, ou en tout cas qui elle a envie d'être à ce moment-là, et ça aide grandement à libérer la parole, je trouve. Alors il y en a peut-être qui reviennent aussi plusieurs fois, Mélissa?
Alors moi, ça m'arrive. C'est vrai que je trouve que la composition des groupes ne se fait jamais au hasard. Il y a quelque chose, il y a une synergie, je trouve, dans les groupes. Il y a toujours des échos qui sont, et pourtant qui viennent de part d'inconnus et qui viennent se retrouver là. Les gens à la sortie souvent se disent merci. Et c'est vrai que nous, ce qu'il faut entendre aussi dans les apéros de la mort, c'est qu'on a une autre place que dans nos accompagnements. On est vraiment des facilitatrices de ce moment, des observatrices pour conserver le cadre et la sécurité, l'état de confiance est quelque chose de bienveillant, mais on est surtout là pour laisser de l'espace. Et donc, en fait, vraiment, on peut retrouver des personnes qui reviennent. Et moi, en tout cas, ce que j'apprécie aussi, c'est parfois ces gens qui reviennent, qui sont venus à un apéro au tout début de leur processus où il y avait beaucoup d'intensité émotionnelle. Des fois, ils apprécient de revenir quelques mois, quelques années plus tard pour pouvoir exprimer leur chemin de résilience et pour pouvoir exprimer ce que ça a apporté. Et c'est vrai que c'est vraiment toujours des partages extrêmement riches pour les personnes qui écoutent. Qu'est-ce que vous avez quels sont les profils en fait des personnes qui viennent? D'abord, est-ce qu'il y a un âge minimum pour venir? Alors, je pense... Je crois pas qu'il y ait d'âge minimum. Moi, la plus jeune participante que j'ai eue avait 16 ans. La plus âgée, je crois, avait 94 ans. Et il y a aucun profil type. C'est-à-dire que... en général, les gens sont endeuillés depuis plus ou moins longtemps. Non, même ça, c'est pas forcément le cas, parce qu'encore une fois, il y a des gens qui viennent tout juste d'être endeuillés, il y a des gens qui sont endeuillés peut-être depuis 30 ans, il y a des personnes qui ne sont pas encore endeuillées. Moi, j'ai pas encore réussi... Alors, beaucoup de femmes. Ça c'est sûr, beaucoup de femmes. J'ai toujours moi un homme qui est là, 1 ou 2 hommes, mais je pense que c'est parce que on a socialement, les femmes ont été plus amenées à s'exprimer, on va dire, sur leurs émotions. Donc je pense que c'est lié à ça. Mais en tout cas, au niveau du profil, moi j'adore ce côté vraiment justement très varié, intergénérationnel et avec des expériences totalement différentes. Je sais jamais qui va venir avant et j'adore ça. Oui, je pense que ce côté rencontre, en fait, on me propose une rencontre aussi. Et donc moi, pour ma part, c'est pareil, il n'y a pas de profil type. Il y a quand même, je trouve, quelque chose qu'on voit peu souvent dans l'accompagnement, c'est les couples. En tout cas, moi, je vais quand même avoir sur les apéros des couples de parents endeuillés, donc soit par le deuil périnatal ou par le deuil d'un enfant. Et je trouve que cet exercice aussi, quand ils sont à deux, pour exprimer d'une manière individuelle ce qu'ils traversent, il y a quand même quelque chose de très, très, très fort aussi dans ces moments-là. Merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de l'émission. Merci Mélissa Sicot et Marie-Nina Denis de nous avoir éclairés sur cette proposition de rencontre, cette possibilité d'échanger autour du thème de la mort en prenant un apéro et essayer de repartir plus léger malgré les sujets abordés. Vous trouverez les lieux et dates des apéros de la mort proposés tout au long de l'année et partout en France sur le site de Happy End, c'est ça ? Et retrouvez les émissions Vie de famille en podcast sur le site de la radio et sur différentes plateformes comme Spotify, Deezer, YouTube. Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine. C'était Vie de famille.